7h40, donc aujourd'hui, ça n'aura échappé à personne, et pour la première fois, des représentants de l'opposition et du gouvernement syrien seront réunis autour d'une même table, appelée Conférence pour la paix de Genève 2, qui se déroule en fait dans un palace de Montreux, où vécut entre autres Nabokov, sur les bords du lac Léman, et qui servira de rencontre à cette rencontre historique, donc lors de la conférence aujourd'hui. Après la mise à l'écart de l'Iran par l'ONU, le Conseil national syrien a accepté in extremis de participer à la conférence, mais dont on ne voit pas très bien, pour tout vous dire, ce qui pourrait sortir. Nous allons le savoir peut-être avec vous, qui sait, ce matin. Renaud Girard, chroniqueur international au Figaro, grand reporter, correspondant de guerre. Vous publiez chez CNRS Éditions Le Monde en marche, et puis vous publiez également un article dans la dernière livraison de la revue des Deux Mondes. Pourquoi nous nous sommes autant trompés sur la Syrie? Et puis, pour cette première partie, sur place, depuis Montreux, Ignace Leverrier, ancien diplomate, auteur du blog Un œil sur la Syrie, que l'on peut lire quotidiennement sur lemonde.fr. Je ne vous cache pas que les journaux français, en tout cas du jour, ne sont pas d'un optimisme très brûlant sur cette question de Genève 2. Libération titre Syrie, l'impossible paix. L'humanité, peut-être un peu plus optimiste, demande une obligation de résultat à l'occasion de cette conférence de paix sur la Syrie, et tandis que La Croix, au fond, titre Syrie, le face-à-face diplomatique, mais que Jean-Christophe Ploquin, dans son éditorial, dès la une, écrit « La paix improbable ». Il ne se passera rien à Montreux, Renaud Girard? Eh bien, écoutez, on peut dire que autant les grandes puissances qui parrainent de loin les belligérants, on en a parlé, c'est-à-dire, grosso modo, la Russie, qui est un vieux parrain du régime bassiste, du régime de la famille Assad. De l'autre côté, l'alliance des Occidentaux et des pétromonarchies sunnites du Golfe qui parrainent la rébellion, qui est très majoritairement sunnite. Ceux-là, ces grandes puissances et la Russie, ont intérêt à ce que la paix se fasse en Syrie, ne serait-ce que parce que les Américains, les Français, les Russes n'ont pas du tout envie de voir un nouveau Waziristan, un nouveau terrain d'entraînement pour les djihadistes implantés en plein cœur du Levant. Autrefois, dans les guerres que j'ai couvertes d'Afghanistan ou de Bosnie, donc dans les années 80-90, les djihadistes venus des communautés immigrées d'Europe se comptaient par dizaines maximum. C'était très rare. Aujourd'hui, il y a une déclaration, je crois il y a 3-4 jours, du ministre de l'Intérieur, Manuel Valls, qui a dit que c'est peut-être près de 700 djihadistes qui étaient passés par la Syrie, qu'il y en aurait 200 ou 300 actuellement au combat. Et on a en tout cas, il y a eu des porteurs de passeports français qui ont été tués au combat avec les katibas islamistes rebelles au régime de Bachar el-Assad. Donc, je pense que là, il y a un vrai intérêt aujourd'hui, une vraie inquiétude, en tout cas, de la France, des États-Unis et de la Russie pour avoir la paix au Levant. En revanche, je ne pense pas que les belligérants eux-mêmes ont ce même intérêt. Alors, si on prend le gouvernement de Bachar el-Assad, en 2011, tous les journalistes, et surtout même les gouvernements, Hillary Clinton par exemple, qui avait été quand même très bien informé, il était secrétaire d'État à l'époque, avait dit que le régime n'en avait que pour quelques semaines. Donc tout le monde avait prévu la chute très rapide du régime, et donc se préparait à l'avènement d'un gouvernement d'opposition, enfin un nouveau gouvernement à Damas, et ils se sont trompés. Ben, c'était le temps de l'euphorie des printemps arabes, la Tunisie, l'Égypte. Voilà, et donc tout le monde pensait que le modèle qu'on n'avait absolument pas prévu de la Tunisie, de l'Égypte et de la Libye allait se renouveler en Syrie, et c'est pas ce qui s'est passé. Les Occidentaux n'ont pas été ni visionnaires ni stratèges, alors que Bachar, lui, a été plus stratège.
Alors ça, nous y reviendrons dans un instant. Je voudrais tout de même comprendre un peu ce qui se passe en direct, là en ce moment à Montreux, avec Ignace Leverrier sur place. Bonjour Ignace Leverrier. Bonjour. Partagez-vous d'ailleurs le pessimisme de la presse française aujourd'hui, au fond la paix improbable, et notamment ce que dit François Sergent dans son éditorial de Libération, il n'y a pas de guerre aussi sanglante soit-elle qui ne se soit terminée par une conférence de paix. Oui, je partage tout à fait le pessimisme de la presse. Je partage aussi les analyses de Renaud Girard. Je crois que il y a peu de chances que ce qui va se dérouler aujourd'hui à Montreux, non seulement débouche sur une paix, mais peut-être même débouche sur le début d'un processus de paix, car nous n'avons aucune certitude que les partis en présence, le régime syrien et l'opposition, se transporteront à Genève pour entamer des négociations. Et si elles le font, cela risque d'être une entame de négociation, suivie aussitôt d'une suspension destinée à permettre, en particulier à l'opposition, de préparer des dossiers. Mais cela, dans le meilleur des cas. Alors l'opposition que l'on dit en plus extrêmement divisée pour arriver, sans même encore parler du camp de Bachar al-Assad qui se voit renforcé tout de même notamment par l'appui indéfectible de la Russie et de l'Iran. Mais est-ce que là où le bas blesse, ça n'est pas justement que cette opposition, en tout cas syrienne finalement, soit à ce point disparate? Il est certain que le fait qu'elle soit disparate, disparate, ce n'est pas le problème. Le fait qu'elle ne soit pas parvenue à s'entendre, c'est plus délicat et plus problématique. Mais en réalité, la délégation de l'opposition sera jugée sur ses résultats. C'est-à-dire que si elle n'obtient rien, elle sera déconsidérée. Si elle obtient quelque chose, ou plutôt si elle parvient à l'occasion de cette ouverture et lors des premières journées ou de la première journée, si elle se tient des pourparlers, si elle rappelle fermement ce qu'était la révolution, les principes sur lesquels les Syriens sont sortis dans les rues pour réclamer la liberté, la justice, la dignité, etc., si elle redit ce qui est devenu une des revendications de la rue syrienne, c'est-à-dire le départ de Bachar el-Assad et de son système militaro-sécuritaire, je crois qu'à ce moment-là, elle retrouvera une certaine considération. Et quant aux résultats, tout le monde sait que ce n'est pas elle qui pourra obtenir ces résultats, mais qu'ils viendront du soutien plus ou moins fort qu'elle obtiendra de ses parrains. Il y a un petit débat, enfin si j'ose dire, un petit débat, Ignace Leverrier, Renaud Girard, autour de la question iranienne. Est-ce que l'opposition syrienne a eu raison, et elle a obtenu gain de cause, en l'occurrence, de refuser à la table de Genève 2 la diplomatie iranienne? D'aucuns disent que il faut toujours parler avec ses ennemis, surtout dans un terrain neutre comme cela et en période de crise, de cette crise que l'on connaît syrienne. Et d'autres disent, ben non, au nom de quoi faudrait-il mettre l'Iran comme arbitre finalement et le reconnaître comme arbitre, et notamment pour le futur, de la situation syrienne? Quel est votre point de vue selon vous et sur cette question-là, Ignace Leverrier et puis Renaud Girard? Je pense qu'il aurait été mieux que l'Iran, effectivement, soit présente à la table des négociations. Mais cette situation a été difficile pour les opposants, dans la mesure où l'Iran est impliqué au jour le jour dans la répression qui se déroule sur le terrain et où, dit-on, une quarantaine de milliers de combattants chiites, recrutés et financés en grande partie par l'Iran, puisque la Syrie n'en a pas les moyens, sont maintenant présents en Syrie et se battent aux côtés du régime. On a là des Irakiens, des Iraniens, des Yéménites, des Afghans, des Pakistanais chiites, en plus du Hezbollah. Et donc les opposants réclamaient que l'Iran manifeste sa bonne volonté en entamant, en prenant des moyens, par exemple en commençant à retirer ou s'engageant à retirer un certain nombre de ses combattants, et qu'elle reconnaisse surtout les principes de la rencontre de ce jour, c'est-à-dire le communiqué de Genève 1 qui stipule la mise en place d'une structure de gouvernement provisoire dotée des pleins pouvoirs, etc. Renaud Girard, oui, je faut-il discuter ou pas avec ses ennemis? Discuter, enfin en tout cas, traiter.
Si on veut faire la paix, bien sûr qu'il faut discuter avec ses ennemis. C'est comme quand De Gaulle a voulu faire la paix en Algérie, il a bien discuté avec le FLN. Ça ne voulait pas dire que la France aimait le FLN, mais puisque c'était eux qui avaient visiblement le pouvoir sur place en Algérie, il fallait bien discuter avec eux, et c'est ce qu'on a fait. Il faut prendre, comme disait aussi le général, il le disait pour la reconnaissance de la Chine, il faut prendre les réalités telles qu'elles sont. Et les réalités, c'est que l'Iran compte énormément en Syrie, et que donc si on veut construire une paix durable en Syrie, il faut associer l'Iran, parce que de quoi parle-t-on? Je ne sais pas s'il y a 40 000 combattants chiites, iraniens ou afghans, parce qu'il y a des chiites afghans, bien sûr, ce sont les Hazaras, etc., qui combattent en Syrie. Je ne suis pas sûr du chiffre, de toute façon, personne ne peut vérifier. Mais en revanche, ce qui est certain, c'est qu'on a affaire là un conflit beaucoup plus large, qui est le conflit chiite. On a une guerre de religion quand même dans l'arc de crise. On a une guerre de religion chiite, sunnite. C'est pas seulement les démocrates contre les autocrates. À Bahreïn, par exemple, j'ai couvert cette révolution. Vous avez la majorité de la population est chiite. Elle voulait simplement un gouvernement, une monarchie à l'anglaise, n'est-ce pas, avec un gouvernement élu qui lui avait été promis depuis 40 ans, depuis le départ des colonisateurs anglais, et qu'elle n'a pas obtenu. Il y a une répression, mais en revanche, tous ces pétromonarchies sunnites qui soutiennent par ailleurs la démocratie, disent-ils, en Syrie, en Libye, etc., ont envoyé les chars pour réprimer ces manifestants pacifistes chiites bahreïnis. Donc, en fait, c'est ça qui est important. C'est la guerre civile chiite sunnite. C'est ça. C'est ce à quoi on assiste, et également, hélas, il y a des ferments de ce type de guerre civile au Liban, il y en a aussi au Yémen, bien sûr, si on ne fait pas intervenir la principale puissance, le principal État organisé chiite de la région, évidemment, on n'a aucune chance d'arriver à une paix. Ignace Leverrier, alors il y a effectivement cet aspect extrêmement important de cette querelle, si j'ose dire, de cette guerre fratricide sunnisme-chiisme, entre là, en l'occurrence, l'opposition syrienne et l'Iran. Est-ce qu'il faut y voir aussi, dans le refus de l'opposition syrienne de voir l'Iran à la table des négociations, le refus d'y voir plus ou moins caché, avant sans masquer, les États-Unis, dont certains déplorent que les États-Unis font aujourd'hui, ou voudraient faire plus encore aujourd'hui, ami-ami avec l'Iran. Et du coup aussi peut-être éviter une mainmise états-unienne sur la Syrie du futur. Ignace Leverrier. Non, il ne me semblait pas que ce soit ça la préoccupation dominante. Peut-être ils ont ça quelque part dans la tête, mais ce qui les préoccupe d'abord, c'est que tous les jours meurent une centaine de Syriens, et parfois plus, dans des conditions abominables, et que tant que le régime sera en place, on assistera à ce que la presse britannique vient de révéler. Absolument, le Guardian d'hier. Voilà, de milliers de Syriens dans des conditions tout à fait inhumaines. Or, c'est ça qui est leur principale préoccupation, parce que c'est en même temps de la possibilité qu'ils auront d'une manière ou d'une autre, de mettre un terme à cette effusion de sang, qu'ils retrouveront un peu de légitimité. Et c'est vraiment ça le souci premier de la population, mettre un terme à l'exode de millions de Syriens à l'intérieur et à l'extérieur, mettre fin à tous ceux qui aujourd'hui souffrent du froid et de la faim un peu partout dans le pays. Ouais, je crois que c'est ça qui est la principale préoccupation, même si, encore une fois, toutes ces grandes considérations géostratégiques ne sont pas absentes de leurs esprits. Absolument. Et donc, rappelons que le 20 janvier, lundi, il y a 2 jours, la chaîne CNN et le Guardian donc révélé un document de 31 pages épouvantable, un rapport notamment commandé par le Qatar sur des images de corps portant des marques de lacération, strangulation, électrocution, enfin bref, toute la torture possible et inimaginable que Bachar el-Assad fait vivre à son peuple, et de noter d'ailleurs notamment le Guardian de dire qu'aujourd'hui, et c'est un fait inédit dans l'histoire, que l'ONU et des experts indépendants sont en train déjà au fond d'étudier
une manière de juger plus tard Bachar el-Assad. Si la fin du conflit syrien n'est pas en vue, un panel de juges travaille à la conception d'une cour pour permettre aux victimes de se faire entendre. C'est totalement inédit, a expliqué David Crane à l'AFP. À propos de ces Syriens, il y a... C'est pas totalement inédit, hein. J'ai connu ce processus en Bosnie, c'est pas du tout inédit. C'est déjà avant que le conflit soit terminé? Mais bien sûr, le tribunal international sur la Yougoslavie a été institué précisément pour faire, et ça a fonctionné plus tard, précisément, et les inculpations ont eu lieu en pleine guerre, bien sûr. En tout cas, M. Crane, lui, professeur aux États-Unis, dit il a été institué en 1993, le tribunal international sur la Yougoslavie. Ouais. Alors, de toute façon, le problème, il est que pour l'instant, la population syrienne souffre. On parle de 130 000 personnes aujourd'hui tuées par le régime. Les exilés, eux, souffrent. C'est certainement beaucoup plus. Et c'est certainement beaucoup plus, bien sûr. Bien sûr. Parce que ça, c'est uniquement les personnes référencées par les noms. Or, toutes celles qui n'ont pas été référencées parce qu'elles sont mortes chez elles des suites de leurs blessures, des maladies ou de la faim, ne le sont pas. Et les exilés, eux, qui ont réussi à s'en sortir et sortir du pays, souffrent également. Écoutez, la poétesse Maram Al-Basri, qui tient un blog, beaucoup d'occupations sur les réseaux sociaux. Elle s'exprime au micro de Claire Duisabo. Genève 2, je pense qu'on doit y aller. Il faut venir pour ne pas laisser la place vide, pour crier, pour demander justice. On doit venir avec tous les gens qui sont morts, les visages, les photos. Mon Dieu, je ne comprends pas comment jusqu'à maintenant, dans le plus horrible guerre du monde, il avait un couloir humanitaire pour qu'on puisse venir à l'aide des civils. Là, il y a des civils, il y a des enfants, mais je ne comprends pas comment, jusqu'à maintenant, la communauté internationale est incapable de dire halte à cette massacre. Je ne comprends pas. Nous, les exilés, nous sommes malades d'une maladie incurable, aimée, une patrie mise à mort. Il y a 8h17, notre invité, Renaud Girard, qui publie Le Monde en marche chez CNRS Éditions, et c'est donc l'heure de la chronique de Brice Couturier. Merci Marc. Le peuple syrien fait les frais de la nouvelle grande guerre de religion. C'est une guerre qui oppose les descendants spirituels des partisans des 3 premiers califes successeurs de Mahomet, Abou Bakr, Omar et Osman, aux partisans d'Ali, cousin et gendre de Mahomet, qui succéda aux 3 autres en 657. Ces derniers, les chiites, ont été vaincus par leurs ennemis omeyyades à la bataille de Karbala en 680 de l'ère chrétienne. Et bien depuis 1334 ans, sunnites et chiites sont irréconciliables. Leur terrain d'affrontement actuel est la Syrie. L'Iran, principale puissance chiite, est soutien indéfectible du régime el-Assad, y combat directement en alliance avec ses protégés libanais du Hezbollah. En face, les puissances sunnites du Golfe Persique, Arabie Saoudite en tête, sont soutenues par la Turquie. Presque 3 ans de guerre, 130 000 morts, 8 millions de personnes déplacées, 2 millions de Syriens ayant fui leur pays, un PIB qui a reculé de 40%, des destructions épouvantables, des enfants privés d'école et des hôpitaux bombardés. Le risque de contagion à d'autres pays de la région où cohabitent encore plus ou moins pacifiquement sunnites et chiites comme le Liban, l'Irak et le Yémen est très sérieux. Et pour cette raison au moins, la communauté internationale aurait intérêt à favoriser une issue négociée, politique, à un conflit qui sert de camp d'entraînement, on l'a dit, à toutes sortes de combattants religieux. 700 djihadistes qui se battent là-bas sont détenteurs d'un passeport français. Alors la conférence dite Genève 2, censée mettre en piste un gouvernement de transition ouvrant la voie à une pacification du pays, a-t-elle une chance de réussir ? Eh bien oui, il y aura une petite fenêtre d'opportunité d'après les experts que j'ai consultés sur les think tanks américains. Du moins, des avancées sur des questions comme l'accès des humanitaires et l'échange de prisonniers, premier pas vers un règlement global négocié. Pourquoi ? Eh bien d'abord parce que les Russes qui protègent le régime d'Al-Assad et les Occidentaux qui ont soutenu les rebelles ont des objectifs communs. Il s'agit de mettre fin à la guerre et de préserver l'intégrité du territoire syrien que certains djihadistes voudraient démanteler. En particulier le groupe qui s'appelle l'État islamique d'Irak et du Levant, EIIL, issu d'une scission du front Al-Nosra, nie la réalité des frontières au nom de sa conception du califat et tente de se tailler en ce moment un territoire à cheval sur la Syrie et l'Irak.
Russes et occidentaux s'inquiètent aussi de voir les opposants modérés et laïcs, bien représentés dans les groupes qui parlent au nom de la rébellion à Istanbul, Doha, Londres ou Paris, complètement débordés sur le terrain par les islamistes. Quelle est la représentativité de la coalition nationale qui, à Montreux, représente l'opposition au régime? Sur place, en tout cas, l'armée syrienne libre ne représente plus rien. Et les groupes islamistes, en guerre contre le régime, se livrent entre eux à des massacres. L'armée des Moudjahidines salafistes et le front des révolutionnaires syriens se battent contre les djihadistes sanguinaires de l'EIIL dont je parlais à l'instant. La presse occidentale, qui cherche désespérément à trouver des combattants laïcs, doit, pour les trouver sur place, utiliser de véritables loupes. Il y aurait un bon millier de groupes différents combattant le régime en Syrie. La première tâche des négociateurs sera donc de distinguer entre ceux qui sont réellement intéressés par une solution négociée et ceux pour lesquels la Syrie n'est qu'un prétexte à l'extension du djihad mondial. Mais les conditions pour que la conférence progresse sont nombreuses, si l'on en croit la fameuse diplomate américaine Anne-Marie Slaughter. Mettre le gouvernement syrien devant ses responsabilités. La mission des États est de protéger leur population et non pas de les affamer. Il faut faire savoir que les crimes de guerre seront ultérieurement jugés et punis. La Russie doit assumer ses responsabilités en tant que membre du Conseil de sécurité et cesser de se réfugier derrière l'argument selon lequel l'ONU ne doit pas s'ingérer dans les affaires d'un État souverain. Même si l'opinion publique américaine est lasse des interventions militaires au Moyen-Orient, le président Obama doit brandir au moins la menace du recours à la force. Ce sont souvent les mêmes qui avaient accusé les Occidentaux d'ingérence, comme en Libye, qui condamnent aujourd'hui en Syrie leurs coupables non-intervention. Il faudrait savoir. En tous les cas, ce qu'il est raisonnable d'espérer, c'est l'accès des humanitaires et des médecins dans toutes les zones, quelle que soit l'identité des forces qui les contrôlent. Mais la réconciliation en Syrie sera impossible, écrit Jean-Marie Guéhenno, sans une réconciliation entre les régimes sunnites et chiites dans toute la région. Et ça, c'est pas pour demain. La chronique de Brice Couturier à retrouver sur franceculture.fr. Renaud Girard. Oui, je crois que c'est tout à fait exact. On en avait parlé, c'est une guerre civile, une guerre de religion en général, sunnite, chiite, qui était très sévère parce que les sunnites et ces brigades, ces katibas islamistes qui combattent, considèrent les chiites et les alaouites qui sont... les alaouites, c'est le secteur de la société syrienne qui est... c'est une sorte de dissidence du chiisme, la religion en quelque sorte de Bachar el-Assad, de la famille Assad. Et les alaouites qui sont majoritaires parmi les officiers de l'armée sont considérés comme des hérétiques. C'est-à-dire qu'en fait, quand un chrétien est... fait prisonnier par ces katibas, il va avoir droit, avant l'exécution, à un semblant de jugement, parce que c'est quand même... Il est du livre, si vous voulez. Il est reconnu par le Coran comme étant du livre. En revanche, l'alaouite, c'est simplement un hérétique. Et donc, il est immédiatement exécuté. Donc, il faut quand même bien comprendre le terreau de cette guerre. Et c'est quelque chose qu'on n'a pas compris. Je crois qu'en fait, si vous voulez, pourquoi est-ce qu'on avait Pourtant, je coupe. Pourtant, le point de départ, le tout premier moment des manifestations ne semblait pas être frappé par la question du religieux. Dans les manifestations de gens qui s'offusquaient qu'on torture leurs enfants, qu'on leur arrache les ongles parce qu'ils avaient fait tel ou tel petit dessin anti-Bachar el-Assad sur les murs de Damas ou d'Alep. Le point de départ, si on s'en souvient, il y a 3 ans, c'était des manifestations qui demandaient de la démocratie. Tout à fait. Le point de départ, en fait, c'était effectivement des enfants à Dera, au sud de la Syrie, qui avaient fait des graffitis demandant un changement de régime et qui avaient été arrêtés. Les parents avaient été extrêmement inquiets, s'étaient mobilisés, et ensuite on avait vu que ces enfants avaient été maltraités, ça avait provoqué des manifestations, ensuite de la répression, etc. Et le mouvement avait gagné. Et au départ, d'ailleurs, il y avait un peu partout des manifestations, pas seulement avec des sunnites dans les manifestations, mais aussi avec beaucoup de chrétiens. C'est l'évêque d'Homs qui m'a confié ça, que j'ai rencontré par hasard à Damas, qui était réfugié, parce que Homs avait été pris par les islamistes, enfin son quartier, mais il était à Damas, mais qui m'avait raconté ça. Il m'a dit, mais oui, au départ, il y avait beaucoup de chrétiens dans les manifestations. Mais assez vite, dans ces manifestations, m'a-t-il raconté, se sont infiltrés
des éléments beaucoup plus radicaux qui ont commencé à assassiner les petits fonctionnaires du régime, les facteurs, les instituteurs. Alors là, à partir de ce moment-là, les chrétiens, par exemple, n'ont plus du tout approuvé, ou les sunnites modérés n'ont plus du tout approuvé cette radicalisation de l'insurrection, ou de la rébellion, de l'opposition, et ont souhaité, et se sont en fait, de fait, ralliés au régime de Bachar el-Assad. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a donc une guerre sunnite-chiite, mais qui en a fait les frais déjà, comme en Irak, dans cette guerre, après l'invasion américaine de mars 2003, eh bien c'est la communauté chrétienne. Ce sont les plus vieilles communautés chrétiennes du monde qui vivent là-bas, qui étaient là bien avant l'islam, dont on a parlé. Hein. C'est des communautés qui remontent au IVe siècle, au IIIe siècle, après Jésus-Christ, qui étaient des communautés très importantes. À Alep, il y a une communauté chrétienne très importante. Et de même que la communauté chrétienne a dû fuir l'Irak, parce qu'ils sont les plus faibles, donc ils sont systématiquement pris pour cible, on les kidnappe, on les rançonne. Plus de la moitié de la communauté chrétienne a dû fuir l'Irak, justement, à cause, ou pendant cette guerre civile sunnite-chiite qui a eu lieu en Irak dans les années 2006-2007 et qui continue d'ailleurs de manière sporadique. Et aujourd'hui, ce sont ces chrétiens. Il y a la rébellion syrienne a tué des évêques, des prêtres, prend systématiquement des chrétiens en otage. Ils ont investi récemment un village chrétien où on parle encore l'araméen, qui s'appelle Maloula, qui est à peu près à 50 km au nord de Damas, qui n'avait pas le moindre intérêt stratégique, mais simplement pour humilier les chrétiens. Ils ont détruit des monastères, ils ont détruit des archives, ils ont massacré le facteur qui était là, des petites gens qui étaient restés, les quelques-uns qui étaient restés à Maloula. Et donc, il faut bien comprendre que au-delà du sort des chrétiens, il y a toutes les minorités religieuses, il n'y a pas que des chrétiens parmi ces minorités religieuses, il y a aussi des Druzes, il y a aussi des Kurdes. Est-ce que l'intérêt des minorités religieuses, en Irak comme en Syrie, c'est pas précisément que le pouvoir soit non pas aux mains de la majorité, mais de la minorité? C'est très clair, en Irak, la majorité de la population est chiite et Saddam Hussein était sunnite. Tant qu'il y avait un minoritaire au pouvoir, les autres minorités pouvaient se sentir quelque part plus ou moins protégées. En Syrie, c'est la même chose, les alaouites sont extrêmement peu nombreux, mais c'est eux qui ont le pouvoir. Du coup, toutes les autres minorités se disent, pourvu que les sunnites, qui sont majoritaires cette fois en Syrie, n'accèdent pas au pouvoir, parce qu'à ce moment-là, toutes les autres minorités seront persécutées. Est-ce que c'est pas un calcul habituel des minorités que de se dire, il vaut mieux avoir encore une fois au pouvoir un représentant d'une minorité, même si ce clan est infime dans la population, plutôt que de jouer le jeu d'une démocratie ethnique ou religieuse qui écrasera sur son passage tous les autres? Oui, c'est tout à fait vrai. Renaud Girard. C'est tout à fait vrai. En Syrie, vous avez effectivement ces alaouites qui étaient à peu près 10 ou 12%, qui sont 10 ou 12% de la population. Pourquoi ils sont puissants, les alaouites? C'est peut-être intéressant de le dire ici. Parce que c'était une minorité opprimée, c'était les valets de ferme, etc. Et quand les Français ils sont arrivés en 1920, la colonisation française de la Syrie, eh bien, pour s'émanciper, ils se sont recrutés dans l'armée, ils ont accepté. Alors que la bourgeoisie sunnite de Damas, évidemment, il n'est pas question d'entrer dans l'armée française. Et donc, quand le pays est devenu indépendant, ces alaouites étaient déjà très, très nombreux dans l'armée, c'était une carrière dans les familles, ils sont devenus officiers, et à partir de 1970, Assad, qui était un officier de l'armée de l'air alaouite, a pris l'intégralité du pouvoir, et depuis, évidemment, cette minorité a été privilégiée dans l'accès aux fonctions d'officier et aux grandes fonctions de l'État. Mais il y a aussi des sunnites. Ali Mamlouk, le chef des services secrets, est un sunnite. Il faut rappeler aussi que la femme de Bachar el-Assad était du sunnite de Homs. Alors, évidemment que vous avez tout à fait raison, toutes les minorités sont
derrière Bachar el-Assad, que ce soit les Ismaéliens, que ce soit les Druzes, que ce soit même les Kurdes, parce qu'en fait, les Kurdes disent qu'ils sont neutres, mais en fait, ils sont plutôt du côté de Bachar el-Assad, parce que le régime bassiste, c'est quand même le régime laïque, si vous voulez. Et c'est sous pression des insurgés musulmans d'Alep que, dans les années 70, que le père de Bachar el-Assad, Hafez el-Assad, a accepté, on préparait une constitution, il y a eu une insurrection parce qu'on ne voulait, ces gens-là ne voulaient pas d'une constitution laïque, et il a accepté, comme une concession, qu'il soit écrit dans la constitution syrienne que le président devait être un musulman. Alors il a été ensuite voir au Liban un cheikh, l'imam Moussa Sadar, qui était très respecté dans la communauté chiite, qui lui a donné une sorte de tampon de bons musulmans, et comme ça il a été accepté comme président de la Syrie. Mais en fait, la tradition du basque était fondée d'ailleurs par des chrétiens, Michel Aflaq, mais aussi il y avait un sunnite. C'était des nationalistes arabes laïques. Mais Renaud Et Girard acceptait l'idée qu'aujourd'hui, ce qui se passe sous nos yeux, c'est progressivement le remplacement de ces militaires laïques à nationalistes arabes par des intégristes islamistes. Et les gens comme Bachar el-Assad ou Saddam Hussein, quelque part, sont en retard sur l'histoire. L'histoire, c'est qu'effectivement, le nationalisme arabe a échoué et qu'il est partout remplacé par des islamistes. Oui, avec des échecs, comme on a vu en Égypte, des échecs flagrants. Et je ne suis pas sûr que la population syrienne et que nous-mêmes occidentaux ayons intérêt au remplacement du régime de Bachar el-Assad, peut-être par bien pire. Vous vous souvenez, moi je me souviens dans ma jeunesse, j'étais à l'école normale, toute l'intelligentsia, Michel Foucault, etc., manifestait pour changer le régime en Iran. C'était l'abominable Shah d'Iran, etc. Et ensuite, on a vu arriver, et on allait rendre visite, comme au pape, à Nofle-le-Château, à l'ayatollah Khomeini. Et quand le régime de l'ayatollah Khomeini s'est avéré 10 fois plus répressif que ne l'était le régime du Shah, ces intellectuels se disent « Ah, on ne savait pas ». Eh bien, je ne suis pas sûr, si vous voulez, que nous soyons très bien armés intellectuellement et même moralement pour intervenir dans ce grand conflit dont vous avez parlé, Brice Couturier, entre sunnites et chiites, parce que après tout, Marc Voinchet, nous avons, nous les Français, nous avons essayé d'apprendre le parlementarisme, la démocratie aux Syriens. Nous avons eu un mandat de la SDN, nous sommes restés 25 ans, n'est-ce pas, de 1920 à 1946, en Syrie. Nous avons envoyé Jouvenel, le mari de Colette, des grands démocrates, pour essayer d'apprendre le parlementarisme. Nous avons fait une chambre, etc. Et visiblement, ça n'a pas bien marché. Les Syriens étaient rebelles à nos idées progressistes. Nous avons d'ailleurs dû les bombarder à 2 reprises. C'est ce qu'il faut rappeler, ils s'en souviennent tout de même. Des gouvernements de gauche, en 1925, c'est Cardel de gauche, et en 1945, c'est le gouvernement gaulliste avec des communistes de gouvernement, bombardent Damas. Toujours les mêmes quartiers d'ailleurs, c'est intéressant. Yarmouk qui est aujourd'hui bombardé, assiégé, la Ghouta à l'est de Damas, toujours les mêmes quartiers qui sont rebelles et qui sont bombardés par les Français, mais rappelons-le, les Français n'ont pas utilisé l'arme chimique, c'était seulement les Anglais contre les chiites en Irak, dans le pays voisin. Voilà, donc on n'y est pas arrivé. Nous sommes partis en avril 46, et dès 48, se sont succédés, cette démocratie que nous avions installée n'a pas marché, et se sont succédés des gouvernements militaires. Et l'autre jour, un de mes amis diplomates néoconservateurs, un peu néoconservateurs, me disait « Ah, ce Bachar al-Assad, il faut aller le dégommer physiquement à Damas. » Et je lui dis « Mais écoute, c'est un peu dommage que nous n'ayons pas gardé nos casernes que nous avions jusqu'en 46 à Damas, ça aurait été plus facile. » De même, dites-vous qu'il est dommage que nous n'ayons pas gardé une ambassade de France à Damas qui nous aurait servi de point d'observation plus précis que ça l'est aujourd'hui. C'est une terrible erreur parce qu'on fait de la diplomatie avec ses ennemis. On pourrait demain fermer notre ambassade au Danemark, que ça ne changerait strictement rien à nos relations avec le Danemark. En revanche, une ambassade, c'est là pour parler avec ses ennemis, c'est là pour essayer d'influencer un régime même qu'on n'aime pas,
comme le régime de Bachar al-Assad, et on a toutes les raisons de ne pas l'aimer. Et c'est une ambassade, c'est là pour effectivement être informé sur le pays. Je rappelais le mot du général de Gaulle, on fait de la diplomatie avec les réalités telles qu'elles sont. Le général de Gaulle n'avait aucune affection pour la Chine de Mao Tse-tung, elle a commencé d'ailleurs la révolution culturelle, aucune affection pour ce régime, eh bien, il a fait de la diplomatie avec les réalités telles qu'elles étaient. Il fallait évidemment garder notre ambassade à Damas, et il faut avoir une politique est-ce que dans des réalités, il faut du coup ne pas vouloir choisir entre la peste et le choléra? Vous dites au fond, faut-il, prenant l'exemple iranien, vouloir absolument la chute de Bachar al-Assad pour peut-être risquer un régime pire que le sien? Ça n'est pas dans notre intérêt. Enfin, on pourrait admettre que l'intérêt des Syriens serait tout de même de renverser Bachar al-Assad. Ensuite, c'est leur problème, c'est leur destinée, c'est leur action politique qui peut décider du reste, que ça nous plaît ou pas qu'il y ait des islamistes qui s'installent en Syrie. Pourquoi du coup dire et revenir sur l'idée qu'il aurait peut-être fallu, certains disent non, c'était une naïveté comme vous dans la Revue des Demandes, mais peut-être qu'il aurait fallu aider ceux qui, de vrais démocrates, voulaient renverser Bachar el-Assad dès les premiers mois tout de même. Vous vous dites, naïveté de la diplomatie française de Laurent Fabius, comment concéder des armes à ceux qui promettent de les utiliser à bon escient, sachant que les promesses, évidemment, ne sont jamais tenues en temps de guerre. Mais bon, après tout, est-ce que notre universalisme, notre angélisme, dont on aime bien se moquer tout de même, n'aurait pas servi à cela, à dire, ben non, il n'y a pas que la peste ou le choléra, il y a aussi des démocrates syriens qui veulent se battre et renverser Bachar el-Assad. Alors nous sommes... il y en a quand même quelques-uns vaguement. Il y a des démocrates syriens, je trouve ça tout à fait normal qu'on les accueille en France, qu'on les permette de s'exprimer, qu'on puisse apporter des soutiens individuels, qu'on les écoute. Mais en revanche, avoir une politique étrangère fondée sur ce type d'intervention... on parle de naïveté. Voilà, je pense que nous avons suffisamment démontré en Occident que nous ne sommes pas capables d'intervenir efficacement en terre d'islam. Nous l'avons montré en Somalie, nous l'avons montré récemment en Libye, nous l'avons montré en Irak, nous l'avons montré en Afghanistan. Nous ne savons pas faire. Il faut quand même avoir un peu de modestie et voir que nous avons échoué partout. Nous avons échoué en Irak, nous avons échoué en Afghanistan. L'Afghanistan, c'est tragique comme échec, avec des dizaines de milliards dépensés et des centaines de milliers de victimes. Nous avons échoué en Irak, évidemment, et nous avons échoué en Libye, Marc Voisin. Rappelez-vous l'enthousiasme pour l'opération BHL Sarkozy en Libye. Donc Brice Couturier, ici, est un ardent exemple. Je fais mon autocritique publique. Voilà, maintenant Brice fait son autocritique. Bon, voilà, on a remplacé Kadhafi par quoi? Par l'anarchie. Parce qu'il faut se souvenir, Marc Voinchet, qu'en fait, il y a pire que la dictature. Nous, en Occident, on déteste la dictature. Et on a raison, on n'aime pas la tyrannie, ça nous rappelle. Mais il y a pire que la dictature. Il y a l'anarchie. Et il y a pire encore que l'anarchie. Il y a la guerre civile. Et ça, on ne s'en souvient pas assez. Et je pense que pour nos interventions extérieures, il faudrait qu'on ait quelques principes. Le premier principe, c'est d'abord... On peut ne pas vouloir absolument faire l'échelle de Richter de ce qu'il y a de pire ou de moins pire, de toute façon. Oui, alors, je pense... Sauf que vous allez dire que ça n'est pas réaliste. Pourquoi faut-il choisir entre la peste et le choléra? C'est ce que j'essayais vaguement de demander. D'abord, je pense, Brice, que vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a une guerre civile sunnite, chiite. C'est une guerre de religion, comme il y a eu terrible en France, comme on l'a connu au XVIe siècle en Europe. Et je pense que personnellement, nous ne sommes pas qualifiés et nous n'avons aucun intérêt à intervenir. Mais pour reprendre l'affaire syrienne, je repense aux menaces que le gouvernement français a brandies de faire une action punitive contre le régime de Bachar el-Assad après qu'eurent lieu des bombardements à l'arme chimique imputés, on n'a pas la preuve, au gouvernement de Bachar el-Assad à la fin du mois d'août 2013 à la Ghouta, qui est donc cette oasis à l'est de Damas. Premièrement, je pense qu'il ne fallait pas dire qu'on allait faire la guerre si on n'avait ni la volonté ni les moyens. Parce que sinon, on se ridiculise. Qu'est-ce qui s'est passé? Hollande a dit, on va faire la guerre, on va punir Bachar el-Assad. Et ensuite, on a appris que
les Américains se retiraient, puisque Obama voyait que le Congrès des États-Unis n'allait pas lui donner l'autorisation. Et que le Parlement britannique avait refusé son... Le Parlement britannique avait refusé, et que ils se sont arrangés avec les Russes à Genève, sans bien sûr nous inviter à la conférence pour dire il y aura un désarmement chimique et il n'y aura pas de frappe occidentale. On ne pouvait pas laisser sur passer un crime de guerre pareil sans le punir, parce que ça, autrement, ça veut dire que c'est la liberté à tous les autres dictateurs d'utiliser le même type d'armes contre leur population un jour. Alors voilà, il faut marquer un cran d'arrêt quand même. Alors si on dit effectivement c'était la ligne rouge, n'est-ce pas, de Bachar, de Obama, en disant vous utilisez de l'arme chimique, on va vous punir. Alors, il fallait, puisqu'on l'avait dit, il fallait le faire. Mais la position française, qui est de dire, si le Congrès des États-Unis d'Amérique n'est plus d'accord, alors la punition, nous n'allons pas la donner la France. Si la punition est méritée, il faut que la France la donne, mais si elle n'a pas les moyens, elle doit se taire, parce que sinon elle se ridiculise. La deuxième condition pour une action extérieure militaire, je trouve, c'est d'être sûr que on va trouver une solution qui sera à l'avantage de la population qu'on est censé aider. Aujourd'hui, en Libye, j'ai rencontré des Libyens récemment qui m'ont dit qu'ils ne pouvaient même pas se rendre, des Libyens, je ne parle pas d'Occidentaux, où tous les Occidentaux sont assassinés à Benghazi aujourd'hui, qui ne pouvaient même pas se rendre à Benghazi, qui était la ville qu'on a libérée, et évidemment, Bernard-Henri Lévy, qui était celui qui a persuadé Sarkozy d'entrer en guerre, ne peut même pas se rendre, bien sûr, à Benghazi. Il serait tué immédiatement comme juif. C'est ce qu'ils disent. C'est ce que les opposants, les gens qui tiennent Benghazi disent aujourd'hui. Donc, si on n'a pas la certitude d'avoir une solution de remplacement, par exemple à Kadhafi, etc., qui soit meilleure que la solution actuelle, il faut s'abstenir d'intervenir. Et puis aussi, il faut être sûr, il faut faire la politique de nos intérêts. Un gouvernement, il a des mandants, un gouvernement doit faire, le gouvernement de la France ou le gouvernement des États-Unis doit faire la politique de ses intérêts avant tout, et de voir est-ce qu'on a intérêt à avoir une Syrie islamiste, ou a-t-on davantage d'intérêt à garder un des derniers pays laïques du Moyen-Orient? C'est la question qu'il faut se poser. Et tant qu'on n'a pas répondu, Brice Couturier, à ces questions... Oui, on le dira. Ma réponse, c'est l'intérêt de la France, c'est que la démocratie se progresse à travers le monde. Ouais. Voilà. Et oui, tout ce qui peut faire progresser la démocratie est bon pour les démocraties, parce que les démocraties ne se font pas la guerre entre elles. Et puis, il y a une tradition française qui est d'exporter la démocratie, comme on l'a fait pendant la Révolution française et les guerres napoléoniennes. Ouais, alors malheureusement, nous sommes intervenus en Afghanistan, nous n'avons pas créé la démocratie, nous avons laissé tomber... Allez, nous avons, en Irak, nous n'avons pas créé une démocratie qui fonctionne. En Libye, nous n'avons pas créé une démocratie qui fonctionne. Et en Somalie, ça se fait vraiment attendre. Donc, en Centrafrique, ça progresse ? En Centrafrique, espérons que ça va progresser. Là, je ne suis pas d'ailleurs hostile à l'intervention française en Centrafrique. On a des responsabilités historiques là-bas. Mais je pense que pour nos interventions en terre d'islam, il faut être extrêmement modeste et extrêmement prudent, et être sûr exact du résultat que nous voulons obtenir à la fin. Bon, Renaud Gérard, du coup, on n'a quand même pas détaillé, les lecteurs iront en librairie se procurer Le Monde en Marche, recueil de vos articles, avec de très bonnes petites fiches, on va dire, qui précisent un peu le contexte, les repères, articles donc que vous consacrez à vos voyages dans le monde. Il n'y a pas que la question syrienne, il y a les Américains, il y a la Libye, la Tunisie, l'Égypte, la Grèce, le bonheur est dans le pré. Et puis il y a aussi peut-être deux petits mots, l'émission se termine. Il y a en préambule votre façon de dire que, au fond, voilà, écrire pour informer, c'est aussi un plaisir, et que quand on est grand reporter, il faut donner de la chair à l'article. Et comment on la donne, cette chair à l'article? Il faut rencontrer des gens, sortir des ambassades, il faut se balader, il faut renifler l'air ambiant. Ça, vous aimez beaucoup parler de ça, la grande tradition du journalisme et du grand reportage. Je crois qu'un article de reportage, c'est le contraire d'un exposé à Sciences Po. C'est-à-dire qu'il ne faut pas parler... À Sciences Po, vous commencez par des idées générales, et quelquefois vous donnez des exemples. Dans le journalisme, dans le reportage, peut-être que je le conçois, il faut parler
d'expériences humaines que vous considérez comme exemplaires, comme significatives d'une situation. Par exemple, la souffrance d'une famille dans des bombardements à Damas, par exemple. Et ensuite, vous partez de cet exemple concret que les gens peuvent comprendre, et petit à petit, vous élargissez le champ et vous donnez un sens à une situation plus générale. Et donc, dans les reportages, j'essaie toujours, et c'est comme ça que je les écris d'ailleurs, de trouver les situations humaines les plus emblématiques de la situation politique générale que je vais expliquer en fait à mes lecteurs. Voilà, Renaud Girard, à lire.